la parole à Monsieur Geoffrey Nanberg, j'espère que je n'écorche pas votre nom, qui est professeur à la School of Information de l'Université Berkeley en Californie, qui est très connu par ses livres et ses articles, et qui est connu aussi pour ses interventions sur le langage et la culture à la National Public Radio, dans le New York Times et dans d'autres publications. You have the floor, please. De ne pouvoir pas vous parler en français, I'm going to speak English. I'm not. Je ne suis pas bibliothécaire. Mon background est plutôt technologique et sur la linguistique historique. Donc, je vais tenter d'approcher ce sujet de la bibliothèque numérique de manière que nous appelons avec Blue Sky, d'une spéculation totalement irresponsable, il faut le dire. Donc, commençons par le nom de notre session, la bibliothèque numérique. Cette phrase même est une indication que notre conversation sur ce sujet ne fait que commencer. En effet, nous n'en sommes qu'aux premières étapes de cette technologie. Donc, on parle de cyber, de numérique, de ceci, de cela. Comme nous parlions à l'époque de guitare électrique et de frigo électrique, alors que maintenant on parle de guitare, on parle de réfrigérateur, etc. Donc nous allons maintenant nous passerons bientôt à une étape où nous parlerons de bibliothèque, tout en sachant parfaitement qu'elles sont tant physiques que numériques. Mais ce qui est clair est que la conversion que les conversations que les personnes avaient il y a 15 ans. D'ailleurs, j'ai organisé une conférence à Grenoble il y a 17 ans sur l'avenir du livre. Et nous parlions le livre papier contre le livre électronique, comme s'il s'agissait d'une alternative. Il fallait faire le choix entre l'un et l'autre. Eh bien non. Il est clair aujourd'hui que nous allons avoir les deux. Nous allons avoir des bibliothèques physiques et des bibliothèques numériques. Il n'y aura pas de conflit entre l'une et l'autre. Et je pense que c'est un signe du progrès que nous avons accompli jusqu'à présent. Et donc, si nous arrivons un jour à éliminer complètement le mot numérique quand on parle de bibliothèque, que voudrons-nous dire quand nous parlons de bibliothèque? Eh bien, grâce aux efforts de construire ce genre d'organisme, si vous voulez, eh bien, nous ne pouvons pas vraiment savoir comment faire quelque chose de la manière juste avant d'avoir eu l'expérience de le faire de la manière erronée. C'est bien clair. Prenons Google Books, par exemple. Dans un sens, Google Books est victime de son propre succès. Google Books avait une vision. Elle a réussi de la traduire dans la réalité afin que les personnes puissent imaginer comment la vie pourrait être avec une bibliothèque numérique. Et une fois que tout le monde a partagé cette vision, les critiques ont commencé, bien entendu, à pointer le doigt sur les limites, les erreurs de cette bibliothèque numérique. C'est très frustrant quand même. On dirait que c'est un père qui donne une bicyclette à sa fille à Noël et elle se met à pleurer en disant « Oh, il n'y a pas de sonnette sur ma bicyclette ». Eh bien, bon, moi-même, j'avoue, mea culpa, j'ai été un de ces critiques et je voudrais en reparler, non pas pour continuer à massacrer Google, si vous voulez, mais avoir un point de départ d'une discussion. Et je souhaiterais commencer par le sujet des métadonnées dont j'ai parlé environ il y a 18 mois sur mes chroniques. En fait, il a été publié dans le magazine Livre, traduit en français, il y a quelques semaines. Je pense que à l'époque, lorsque Google s'est lancé sans Google Books, ils n'ont pas réalisé l'importance de la métadonnée. En effet, Google a vraiment établi un moteur de recherche exceptionnel pour pouvoir trouver directement ce que vous cherchez sans avoir besoin de ces métadonnées. Et c'est le succès de ce moteur de recherche est illustré par le fait que googler est un verbe maintenant, en tout cas en anglais. Oh, attention, avant de sortir avec ce jeune homme, il va falloir le googler.
Et oh, mais comment se trouve cet endroit? Je vais googler ça tout de suite. Donc, il suffit d'avoir des mots-clés, vous les mettez dans le moteur de recherche et hop, vous avez la réponse sur votre écran. Toute une série de réponses, en réalité. Donc, lorsqu'on parle de Google Books en tant que bibliothèque, eh bien, on parle de livres comme s'il ne s'agissait qu'une ressource d'information, une source d'information qui sera incorporée dans une grande banque de données. Et Sergey Brin, le cofondateur de Google, a expliqué à Google l'importance de Google Books en disant il s'agit de notre mission. Il y a des choses fantastiques à être retirées. Et souvent, quand je fais des recherches, ce que je trouve dans les livres est bien plus profond que ce que je trouve online. Mais je pense qu'il y a une mauvaise conception de la bibliothèque ici. Ne s'agit-il que de fragments de contenu mis les uns avec les autres qui sont en train de flotter librement dans l'espace? Il suffit d'aller chercher l'un ou l'autre? Non, pas du tout. Antonio Scarmetta, vous l'avez dit, la littérature va bien au-delà de l'information. Et ceci a résulté du fait que Google Books n'a pas pensé à l'importance de la métadonnée et l'importance d'incorporer les métadonnées dans les Google Books. D'ailleurs, je ne sais pas exactement quelle était la source de ces métadonnées chez Google Books, mais je pense que maintenant nous pouvons parler de véritables naufrages. Des mauvaises attributions abondent. Madame Bovary aurait été écrit par Henry James, par exemple. Le manuel pour un browser Internet aurait été écrit par Sigmund Freud. Il y a des erreurs de classement également, un guide de grammaire sous la catégorie du jardinage, le Peter Rabbit de Beatrix Potter également. Vous voyez toute une série d'erreurs de classement. Et donc, je ne sais pas exactement quelle était la pensée qui est sous-jacente à ce genre de classement, mais avant 1950, si vous cherchez des livres qui ont été publiés avant, vous avez un grand nombre de réponses, la plupart sur ensuite Bob Dylan et Woody Allen. C'est inexplicable. Et lorsque je regarde les livres qui ont été publiés avant 1944, j'ai cherché Umberto Eco, il y avait 265 réponses. Il est clair qu'Umberto Eco était très précoce, mais je ne suis pas sûre qu'il ait véritablement écrit 265 œuvres avant l'âge de 12 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, bon, d'accord, ces anecdotes sont amusantes, mais il y a un article dans le journal Science qui a été écrit par 2 chercheurs de Harvard qui a montré que les erreurs de données arrivent à 28% dans les recherches de Google. Il s'agit d'une fenêtre de 5 ans pour ce qui est de la marge d'erreur, ce qui est bien, mais vraiment bien au-delà de ce que vous pourrez trouver dans un catalogue d'une vraie bibliothèque. Donc, c'est comme si un quart des livres de la bibliothèque avaient été mal classés pendant 5 ans. Mais je vous dis, je ne veux pas faire le procès de Google ici. Je pense que Google est parfaitement conscient de ses lacunes, est parfaitement conscient du fait qu'il va falloir les combler, mais peut-être que pour l'instant, il n'a pas les moyens de le faire. Mais que voulons-nous de cette qu'attendons-nous de cette nouvelle bibliothèque numérique? Tout d'abord, nous voulons que ces métadonnées traditionnelles soient correctement insérées. Il s'agit d'un défi immense, car il ne s'agit pas juste de prendre les métadonnées dans les catalogues des bibliothèques et de les intégrer. Nous l'avons déjà entendu. Il y a un grand nombre de systèmes de métadonnées, non seulement d'une nation à l'autre, mais également d'une bibliothèque à l'autre. Et je ne pense pas qu'il soit possible de standardiser les systèmes de métadonnées. C'est impossible. La Bibliothèque de France
peut-être va accepter le système de la Library of Congress, de la bibliothèque du Congrès américain. D'ailleurs, je ne pense pas que le contraire soit possible. Donc, l'interopérabilité et la métabilité est fondamentale. Il s'agit de problèmes techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais cela représente un défi considérable. Il existe également de nouvelles métadonnées. J'aimerais en dire quelques mots. En effet, les choses se compliquent au fur et à mesure que les collections deviennent plus hétérogènes et que on a de plus en plus d'œuvres dans les bibliothèques. Les bibliothèques elles-mêmes éditent les œuvres maintenant. Et certaines d'entre elles ont repris les fonctions de la presse universitaire. Je sais que c'est le cas également en Amérique latine. Il existe toute une nouvelle série de documents que les bibliothèques pensent qu'il est indispensable d'avoir. Et lorsque nous en avons parlé pour la première fois, nous avons parlé magnifique. Nous allons faire tomber les murs de la bibliothèque. Tout sera ouvert et libre. Mais il est vrai qu'une fois que vous ouvrez la bibliothèque, eh bien, les personnes y rentrent et s'assoient et lisent. Et comme je le disais, il existe un grand nombre de métadonnées sur le nombre de consultations. Les rankings de Google sont une métadonnée très importante. C'est d'ailleurs ce qui a permis de faire de Google ce que Google est actuellement. Je ne sais pas exactement quel est le système qui sous-jacent au ranking de Google Books, mais j'avoue qu'il est étrange que le numéro 1 dans le ranking de Google Books, si vous cherchez sur Stones de Christian Shandy, la première chose que vous trouvez est le volume 1 d'un livre, ensuite vous trouvez le volume 3 d'une autre édition, et ce n'est qu'à la 7e position que vous trouvez l'édition complète, et d'ailleurs c'est une très mauvaise édition. Donc je ne comprends pas tellement quel est le mécanisme derrière ce ranking, ce classement, mais ce sont des métadonnées importantes qui utilisent sans doute des données bibliométriques, des données en provenance des réseaux sociaux, etc. Mais au-delà de cela, nous voulons que les bibliothèques nous offrent un environnement propice à la lecture. En effet, la bibliothèque est l'environnement par excellence qui permet de lire, qui permet d'annoter, de lire à plusieurs. Il existe un grand nombre de startups aux États-Unis qui se charge de ceci d'ailleurs, donc dans l'esprit de collaboration. Et nous avons besoin également de nouveaux environnements pour l'écriture qui permettent d'utiliser les livres et de les incorporer dans nos écrits à nous. Donc la question qui se pose aujourd'hui est quel est le rôle que les bibliothèques à l'avenir, quel sera le rôle d'autres institutions, des universités, des entreprises privées, etc. La question est ouverte. Je pense que nous ne sommes pas encore en mesure d'y répondre aujourd'hui, mais une chose que nous pouvons comprendre aujourd'hui est que la numérisation n'est pas seulement donner accès à un texte, mais en change profondément la nature. C'est pour ça que je souhaiterais vous citez un passage de l'auteur des livres de Roger Chartier. Je viens d'ailleurs de voir que ça a été classé comme roman par Google Books, mais cela existe, ce qui est déjà quelque chose. Lorsqu'un texte passe du codex à l'écran, donc selon Chartier, le texte lui-même n'est plus exactement le même, car les conditions de réception et de compréhension sont modifiées par le support de lecture. Et sa conclusion est la suivante. La question essentielle aujourd'hui n'est pas la question répétée si souvent de la disparition de l'écrit, mais la question de la révolution, non seulement de la diffusion, mais également de l'appropriation. Je vous remercie.